مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصة نوستالجيا الكان. ضيفنا اليوم هو لاعب جزائري خرج من الباب الضيق من الكرة الجزائرية بسبب الإصابة. الأمر يتعلق بعمر بلباي. تابعونا. Bonjour Omar, ça va? Ça fait un bail qu'on vous a pas vu, on n'a pas lu vos interviews. Tu as disparu carrément de la scène footballistique. Que deviens-tu? Qu'en est-il de vos nouvelles? Oui, bonjour à vous tous. Bonjour Walid. Suite à la blessure, j'ai un peu pris du recul. Dire que cette blessure m'a pris énormément de temps, d'énergie. Et aujourd'hui, je suis sorti de toute cette période. Je suis éducateur sportif donc, dans la ville de Nîmes. Je passe mes diplômes tranquillement et quant à ce long silence, c'est voulu de ma part parce que des fois vaut mieux se taire que de parler à chaud et de dire des bêtises. Voilà, tout simplement. On va faire une balade en voiture, on va découvrir Nîmes et on va parler des souvenirs et de la nostalgie. Avec plaisir, allez. Allez-y. Alors Omar, racontez-nous un peu de vos souvenirs durant votre carrière footballistique. Qu'est-ce que vous avez fait et la chose qui vous a marqué de plus parce que là, vous avez fait un passage qui est lent comparativement aux autres joueurs. Ouais, c'est sûr. Tout d'abord, je vous remercie, je vous salue à tous de vous être déplacés pour venir faire ce reportage. Parmi les souvenirs, l'ensemble de ma carrière, j'ai passé 12 ans au haut niveau. Des débuts un peu difficiles, dans la mesure où mon premier club Rouen avait déposé le bilan. Oui. Ensuite, je voulais un peu arrêter le football et concours de circonstances a fait que je me retrouve à Nîmes, olympique. Et de là, l'aventure a commencé. A vraiment démarré, où en l'espace de 6 mois, je me suis retrouvé d'un statut de joueur sans club à un joueur professionnel. Un joueur professionnel accompli, propulsé devant des médias dans la mesure où il y a eu ce fameux match de finale de Coupe de France en 96 contre Auxerre. Oui. Justement, si on fait une étude comparative entre le football actuel et le football des années 90, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que c'était difficile par rapport à nos jours ou bien c'était le contraire? C'est différent, c'était difficile d'un certain sens, plus facile dans un autre. Parce qu'aujourd'hui, les lois du football régissent beaucoup de choses. Oui. À l'époque, on pouvait se permettre certaines choses qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre parce qu'il y a beaucoup plus de télévision. Après, aujourd'hui, le football va beaucoup plus vite. Avant, c'était des matchs, je dirais vraiment des matchs d'hommes, quoi. Oui. Où il y avait des duels, il y avait vraiment des combats. Aujourd'hui, on ne peut plus assister à tout ça. Maintenant, c'est le talent qui parle. C'est plus le talent. C'est technique, physique. Exactement. Je pense que la progression technique dans le football moderne a pris le pas sur le physique d'avant. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre passage à Nîmes? Qui vous a aidé? Parlez-nous un peu de votre première saison dans ce club. Comment ça a été? Ça a été un peu... Mes débuts ont été un peu chaotiques dans la mesure où je suis arrivé à Nîmes Olympique. J'avais pas de préparation physique, j'avais rien du tout. Je devais prouver sur un seul match que j'étais capable de pouvoir signer un contrat pro. Ce que j'ai fait, après on m'a donné la possibilité sur un contrat d'1 an de prouver ma valeur. Et je pense l'avoir démontré dans la mesure où ça s'est fini vraiment en apothéose avec une finale de Coupe de France, une qualification pour la Coupe européenne. Et vraiment, j'ai fait le bon choix, même si j'ai été poussé un petit peu au début par une personne, notamment un ami que j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est Alain Space. C'est lui qui m'a vraiment tendu la main pour me mettre dans le bon sens, parce que je voulais vraiment arrêter le football. Vous a fait sortir du fond du trou. Exactement. J'étais dans une période où j'avais plus aucun goût, j'avais fait beaucoup de sacrifices. Mes parents étaient rentrés en Algérie définitivement en 87. Moi, j'étais resté ici parce que les entraîneurs avaient vu des possibilités par rapport au football. Oui. Donc j'ai vécu 4 années tout seul. Voilà, j'ai vécu en internat, chez mon oncle le week-end.
Et ça a été une période très très difficile dans la mesure où j'avais 12 ans, quoi. Mais le travail paye, Belbey, non? Le travail, l'abnégation, l'ambition aussi, je dirais, parce qu'on ne peut pas arriver à ce stade-là si on n'est pas ambitieux dans sa vie. Et pour moi, le football, depuis tout petit, c'était devenir professionnel, devenir international algérien. Et ça, depuis ma plus tendre enfance, Allah m'a donné la possibilité d'arriver à tous ces objectifs. Et vraiment, ça a été pour moi... Ça a été difficile, il y a eu des épreuves, il y a eu des moments difficiles, d'autres plus faciles, mais j'ai réussi ce que je voulais faire. Qui vous a aidé dans les moments difficiles? Est-ce que la famille, votre famille vous a tendu la main ou bien vous avez trouvé, mis à part l'ami dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui vous ont aidé? Il y a eu toujours ma famille qui a été toujours présente, notamment ma mère. Ma mère est encore aujourd'hui très importante pour moi. Il y a mon papa, bien sûr, il y a mes frères et sœurs. Mais c'était à distance, je dirais. C'était à distance parce qu'ils étaient en Algérie. C'était un soutien plutôt moral, une télépathie, espèce de télépathie. Exactement, c'était un soutien éloigné. Après, il y a des entraîneurs sur qui j'ai pu compter, qui m'ont fait confiance, qui m'ont, dans les moments vraiment difficiles où je voulais rentrer en Algérie avec mes parents, ils ont été là pour me dire accroche-toi, bats-toi, tu tireras les bénéfices de ton travail à l'avenir. Et pour un jeune adolescent de 12 ans, c'est vraiment compliqué. Si on n'a pas toutes ces choses-là, toutes ces personnes sur qui compter, on risque d'aller très vite vers la déchéance. Ou la délinquance. Ou la délinquance. Après, il faut choisir. Il y a énormément de moyens de gagner de l'argent, je veux dire, dans la vie en général. Je fais une petite parenthèse. Après, c'est la manière dont on le gagne qui me paraît le plus important. Omar, est-ce que vous pouvez nous parler des primes des signatures comparativement aux primes actuelles? Combien vous avez touché votre première signature, votre première prime de signature? Alors, première prime de signature, mon premier contrat pro, c'était exactement à l'époque 9518 francs. Pardon, francs, pas en euros. Français, puisque c'était en francs. Brut. C'est-à-dire que c'était de l'ordre de 7000, on va dire 1100 euros net par mois. Voilà mon premier contrat pro que j'ai signé à Rouen. C'était des conventions. Tu étais satisfait aussi? C'était pas tant le salaire qui me réjouissait, c'était le fait de passer professionnel. C'était le fait d'arriver à un niveau où j'allais pouvoir montrer, démontrer et surtout durer à ce niveau. C'était ça qui me paraissait le plus important. Après, l'argent, c'est important aussi, mais c'est pas l'essentiel quand on a la passion et l'amour du football. Omar, lorsqu'on est algérien et français, est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr. Dans le football français? Bien sûr. Est-ce qu'il y a le racisme? Bien sûr, il existe, j'en ai pâti. J'ai vécu des moments assez difficiles dans ma jeunesse où j'ai été insulté, j'ai été pris à partie. Et comme j'étais pas du genre à me laisser faire, ça m'a valu beaucoup des doubles sanctions. La punition d'être insulté pour rien du tout, des insultes gratuites, du style sale arabe, sale bougnoul, et ça je l'ai vécu. Et ma réaction première, elle était d'être blessé au plus profond de moi-même et de réagir. De réagir, alors c'était soit par des coups, soit par... j'étais jeune, je manquais de... Des altercations. Exactement, ça m'a valu des 6 mois de suspension quand même. Voilà, à l'époque où je devenais vraiment comme un fou furieux quand on m'insultait ou sur ma race ou sur ma mère. C'était les deux insultes que je ne pouvais pas accepter. Voilà. Est-ce que le racisme, ça a diminué maintenant par rapport à un temps passé? Surtout quand on voit la nouvelle génération évolue le plus normalement du monde dans le championnat français. Ouais. Ou bien il existe et il n'est pas apparent, le racisme? Il est encore là, hein, il est encore présent, hein, ça c'est une certitude. Maintenant, vous dire qu'il se fait moins visible, oui, ça aussi c'est une certitude. Parce que les gens ont compris aujourd'hui qu'avec les médias, avec la télévision, c'était beaucoup plus difficile de faire passer ces messages de haine, ces messages de racisme, entre parenthèses. Donc aujourd'hui, nos joueurs ont beaucoup plus de facilité à évoluer, même si c'est encore présent. Voilà. Est-ce que le racisme, c'est le facteur majeur qui incite beaucoup de joueurs algériens à s'expatrier vers des clubs européens, à l'image des équipes de la Liga, ou bien en Angleterre, ou bien d'autres championnats? Bien sûr, bien sûr.
le racisme, il est présent en France, il est présent en Espagne, il est présent en Italie, il est présent un peu partout au final. Voilà. Après, aujourd'hui, les joueurs, je dirais, sont un peu plus protégés qu'à une époque où on était vraiment livré, tout était cautionné. Tout était cautionné de la part je vais dire des instances footballistiques, même françaises. Hein, quand on voit encore dernièrement ce qui a pu se passer au sein même de la Fédération française, Exactement. où on nous parle de quotas. De quotas, voilà, j'allais venir pour le problème de quotas. Mais avant ça, est-ce qu'un joueur algérien musulman peut-il pratiquer, ça veut dire sa religion le plus normalement du monde, en pratiquant sa passion qui est le football? Ben, moi, j'ai pas rencontré de difficulté aucune à pratiquer ma religion. Même le mois de carême? Tout en exerçant, c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Par rapport à ça. Voilà. En étant plus jeune, j'ai été mis au repos pendant 1 mois. En fait, j'ai pas pris part à la préparation parce que je faisais le ramadan et qu'on me disait qu'on ne pouvait pas être à 100%. Alors je le comprends très bien. D'un autre côté, je répliquais que voilà, si je ne montrais pas ce que je pouvais faire, même diminuer tout en pratiquant le ramadan ou toutes sortes d'autres choses concernant ma religion, on ne pouvait pas savoir. Donc à un moment donné, je demandais un minimum de respect par rapport à simplement la pratique de la religion. Tout simplement. Alors, Omar, racontez-nous un peu du problème des quotas. Qu'en est-il ici en France? Il devient un hic par rapport à tous les problèmes qu'ils ont eu, les joueurs binationaux, pas uniquement les franco-algériens. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, sur ce problème? Mais en fait, le problème des quotas, il existe, il est évident, c'est une certitude depuis bien longtemps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est sorti au grand jour, lors d'une réunion au niveau de la direction technique nationale de la Fédération française. On a pu entendre Laurent Blanc et pas mal de ses adjoints discuter au niveau des quotas des joueurs étrangers, des jeunes immigrés qui intégraient les différents centres de formation des clubs professionnels, et que ça posait un problème à l'avenir parce que c'était des joueurs binationaux. Donc on avait pas mal pour la plupart des jeunes maghrébins, des jeunes africains, notamment des Algériens, et qu'il allait arriver, la question allait se poser à un moment donné ou à un autre, de savoir vers quelle sélection opter, quoi. Donc il faisait les sélections jeunes jusqu'au niveau espoir. Et après, surtout maintenant, de nos jours, beaucoup de nos compatriotes jeunes algériens optent, après avoir suivi une formation ici en France, optent pour la sélection nationale algérienne. Donc, mais ça se voit aussi dans différentes sélections, notamment au niveau du Maroc, aujourd'hui la Tunisie aussi, et surtout les pays africains. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de joueurs opter pour la sélection de leur pays africain, d'Afrique noire pour la plupart. Parce que justement, comment dire, ils ne pourront pas percer, je veux dire, en équipe de France. Donc le but de la direction technique nationale française, en fait, c'est de pouvoir former des joueurs pour pouvoir les intégrer au plus haut niveau de la sélection algérienne. Exactement. Mais ça, c'est le problème. Où est la solution? Est-ce que on va rester sur cette cadence, on va rester, ça veut dire, sur cette même modalité, le même racisme? Là, la solution, je ne la connais pas. Après, des idées, j'en ai, oui. C'est aujourd'hui de former, nous, en Algérie, nos propres joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir rivaliser avec la formation qui se fait en Europe? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que les structures se mettent en place tout doucement. On peut voir le centre technique national à Sidi Moussa. Sidi Moussa. J'ai pu voir dernièrement aussi le grand stade qui va se construire à Alger, pas loin de l'aéroport. Oui, stade de Baraki. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a des structures, il y a des possibilités à pas mal de niveaux, sportives, administratives, techniques, tout ce qu'on veut, qui puisse réunir quelque chose pour qu'on puisse faire du bon travail, faire avancer nos jeunes, avoir une bonne formation à la hauteur de ce qui se fait ici. Comment dire, en France ou en Angleterre ou en Allemagne. Aujourd'hui, on n'a pas à rougir de tout ça. Puisque nos footballeurs, on les fait travailler techniquement. On peut voir les exemples avec le petit Ibrahimi, Ferrouli, Roulam,
Je veux dire, tous les joueurs, cette génération qui arrive, techniquement, c'est inné. Ils ont la technique à la base. Après, on les fait travailler dans le sens tactique, dans le sens physique. Mais ça, Mais lorsque vous parlez de la formation, on évoque l'école algérienne, il n'y a pas des produits qui sont sur le marché. Non. L'équipe nationale, à 90%, c'est des binationaux. Donc le mérite revient à l'école française pour que l'Algérie... 90%, j'irais même au-delà, moi. 95% facilement, parce que... Oui, c'est ça le problème. Donc où demeure la solution? Est-ce qu'on va rester dépendant, on reste dépendant de l'école française? On va essayer de chercher une autre solution pour améliorer le football en Algérie? Ben, pour l'instant, et depuis de nombreuses années, oui, les sélections nationales algériennes sont dépendantes de la formation en France et à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas de structure là-bas en Algérie pour pouvoir former des joueurs. Encore dernièrement, j'ai pu aller passer ma licence et discuter avec pas mal de jeunes qui ont des équipes de jeunes sous leur houlette là-bas en Algérie. Ils m'ont expliqué des exemples d'entraînement et tout ça. J'ai l'impression d'avoir entendu des choses de la préhistoire pour rester correct. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer en Algérie, notamment au niveau de la formation. Parce que nos joueurs doivent pouvoir travailler, les locaux doivent pouvoir travailler dans ce sens là-bas, avoir une formation digne de ce nom. Mais le problème en Algérie, c'est que la pâte existe. Mais pour la modeler, il faut du temps. Vous voyez comment? Il n'y a pas un bon encadrement adéquat par rapport pour ces joueurs. Et aussi, il faut voir la mentalité du joueur. Il n'est pas purement professionnel. Tout à fait, tout ça, ça se travaille. C'est ce qu'on appelle justement de la formation. Aujourd'hui, moi j'ai été amené à devenir professionnel, mais il y a eu tout un cursus. J'ai suivi toute une formation, apprendre à être professionnel dans la tête, dans la façon de gérer son temps en dehors du football. Exactement, c'est l'hygiène de vie. Exactement, l'hygiène de vie, de bien se reposer, de bien s'alimenter, de bien s'hydrater. C'est tout ça qu'on apprend au centre de formation, au-delà de pouvoir aspirer à une carrière professionnelle un jour. Donc c'est sur ces points-là qu'il faut travailler en Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Belbey, pour conclure avec votre carrière, votre passage dans le championnat français, quel est votre bon et votre mauvais souvenir dans le championnat? Alors, le bon souvenir, il y en a eu plusieurs, hein, parce que une carrière de footballeur est faite de joie et de moins bonnes choses. Bien sûr, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon et du moins bon, c'est ce qui fait une carrière, la richesse d'un footballeur. Les bonnes choses, ça a été tout d'abord d'avoir pu signer professionnel, parce que c'est pas une chose facile. Ouais. Mais le plus dur n'est pas de signer professionnel, c'est de durer dans le temps. Exactement. Voilà, signer professionnel, tout le monde peut le faire. Après, c'est de durer, avoir la durée qu'il faut. Après, j'ai eu la chance de pouvoir jouer une finale de Coupe de France. J'ai eu la chance de pouvoir jouer la Coupe d'Europe avec mon club, avec Nîmes. J'ai eu la chance de pouvoir jouer en première division. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas données à tous. Je me rends compte que j'ai été au final privilégié par rapport à beaucoup. Il y a beaucoup qui prétendent à devenir un jour professionnel, mais il y a peu d'élus parce que ça demande énormément de sacrifices. Il y a ce qu'on voit à la télé, donc le terrain, et il y a ce qu'on ne voit pas. Ouais. Voilà, ce dont on parlait, l'hygiène de vie, les entraînements. Le sérieux, voilà, exactement. Tout ça. Donc, vous êtes satisfait de votre carrière? Ou bien si on revient en arrière, vous allez éviter des choses que vous avez fait? Malheureusement, c'est le maktoub, on vit avec. Les choses qui nous ont été prescrites, on les a vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Après, s'il y avait des choses à refaire, bien sûr que je les referais différemment. Mais sur l'ensemble de ma carrière, je suis vraiment satisfait, je suis fier de ce que j'ai fait. Omar, on passe maintenant à l'équipe nationale. Nul ne pourra nier votre passage à l'équipe nationale, surtout que vous avez laissé votre empreinte. Est-ce que vous vous souvenez de votre première sélection en équipe nationale, qui était en 2000? En 2000, tout à fait. J'ai reçu une convocation, à l'époque je jouais à Nîmes encore, Nîmes Olympique. J'ai reçu une convocation de la part donc, de la fédération algérienne
pour un match préliminaire contre le Cap-Vert. Donc ma première sélection, je l'ai connue au Cap-Vert. Lorsqu'on dit préliminaire, il faut le faire savoir à nos téléspectateurs que l'Algérie était au fond du trou. Elle devait passer par le tour préliminaire pour jouer les éliminatoires. Tout à fait, ouais, c'est à souligner. Effectivement, on avait dû jouer un match aller-retour contre le Cap-Vert. Donc, le match aller s'était déroulé au Cap-Vert, 2-2 de mémoire. Et le match retour, on avait gagné à la maison. Par contre, je ne me rappelle plus du résultat, 2-0, 3-0, je ne sais plus. Mais tu ne te rappelles pas du résultat, mais tu te rappelles quand même de la prestation Je me rappelle de la prestation. Ouais, de l'ambiance qui régnait au sein du groupe. Qu'est-ce qu'il y avait? Racontez-nous un peu, parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas assisté à ce genre de choses et ils veulent le savoir par le biais de vos témoignages. Bien sûr. Je découvrais la sélection. Je l'avais connue auparavant avec la section jeune au niveau des cadets. Oui. Donc, où j'avais connu Hakim Boubrit notamment. Oui. Mais, le fameux joueur de la GSK. Exactement. Et après, j'ai connu donc la sélection A avec je connaissais Hafid Tasfaout, je connaissais Rafiq Saifi. Oui. Et j'étais le seul joueur. Il y avait le gardien Bourrara, il y avait. Bourrara, oui, bien sûr, c'était toute cette époque-là avec Meftah, Mehedine. Et j'étais le seul à venir de France en fait. Et c'est vrai que d'un point de vue sportif, on était dans la nasse. Et qui a été derrière votre venue? Est-ce que vous avez été supervisé ou bien y a-t-il quelqu'un qui a servi d'intermédiaire pour vous aider à rejoindre les rangs de l'équipe nationale? Alors, il faut savoir qu'il y a eu une première approche en 1998 avec Méziane Eril, qui m'avait contacté pour aller faire une tournée avec l'équipe nationale, donc A. Qu'on doit le saluer au passage aussi. Oui, oui, c'est tout à fait. C'est pour ça que je tiens à le souligner. Un grand bonjour à M. Eril. Et ensuite, comment dire? Ensuite, j'ai pas pu honorer cette sélection parce que j'ai eu une blessure importante à l'épaule, une fracture qui m'a éloigné des terrains de plus de 3 mois. Donc ça a été partie remise et en 2000, j'ai intégré l'équipe nationale donc pour honorer ma première sélection. Après votre première sélection, on passe aux matchs qui sont venus après. Comment tu les as vécus? Et parlez-nous un peu des moyens qu'ils étaient à l'époque, comparativement à l'équipe nationale des années 2010 et 2011 et 2012, et cette génération aussi. Alors c'est assez compliqué, j'ai vécu des choses un peu... Mais racontez-nous un peu, vous avez vécu, nous on n'a pas vécu, mais on veut le vivre avec vous. Bien sûr, tout à fait, j'ai vécu des choses un peu extraordinaires d'un point de vue organisation, dans la mesure où quand on effectuait des déplacements, il arrivait parfois que j'arrive à Marseille et qu'il n'y ait pas de billet de réservé ou qu'on me demandait de prendre mon billet, qu'on me le remboursait après en Algérie. C'était assez folklorique, on va dire, voilà, pour une sélection nationale. Après, je comprends qu'à l'époque, tout se mettait en place petit à petit, mais aller s'entraîner sur des terrains comme à Rouiba, où on avait un demi-terrain, où on allait dans des hôtels, après c'était démesuré, le mercure avec plein de marbre à l'intérieur. Il y avait un décalage entre le côté footballistique, le côté organisation, c'était assez... Donc, entre votre sélection, votre époque et cette génération, c'est la nuit et le jour, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis ravi de voir les joueurs dans les conditions dans lesquelles ils évoluent. Hein. D'ailleurs, s'ils ont des résultats comme ça aujourd'hui, c'est que quelque part, on a compris qu'à un moment donné, il fallait mettre les moyens et les bouchées doubles pour arriver au niveau où aujourd'hui l'Algérie est. Grâce à des joueurs, cette génération qui arrive, où ils ont envie de venir en sélection, on leur donne envie de venir en sélection, ce qui n'était pas tout à fait le cas à l'époque. Tu m'as parlé dans les coulisses d'un fameux calvaire lors du déplacement au Cap-Vert et les 10 heures de vol. Est-ce que vous pouvez nous le raconter maintenant? Ouais, c'était assez rigolo dans la mesure où je ne connaissais pas du tout l'avion militaire et j'ai appris qu'on allait partir à Praia, donc au Cap-Vert, avec un avion militaire. Seulement, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait passer à 10 heures dans un avion qui faisait que bourdonner, quoi, en fait. J'avais l'impression d'avoir des abeilles dans les oreilles en continu. C'était assez spécial à vivre et c'était une expérience assez enrichissante aussi. Ça m'a fait découvrir que on voyait
On voyageait pas tout le temps comme on avait envie, quoi. On faisait avec les moyens du bord, ce qui était le cas à l'époque. Mais maintenant, lorsqu'on voit une équipe nationale avec des vols spéciaux, à chaque fois, c'est un vol spécial qui fait déplacer l'équipe. Tous les moyens sont à la disposition de notre équipe nationale. Encore une fois, je vois et je mesure tout le travail qui a été effectué par le président, la fédération algérienne, pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Il faut quand même savoir que à l'époque, j'aurais aimé moi aussi évoluer dans de telles conditions, avoir un centre d'entraînement comme Sidi Moussa, des stades comme ils sont en train de construire. Bon, ça s'est fait par la suite, des moyens en termes d'assurance, par la même occasion, qui auraient évité bien des problèmes que j'ai connus par la suite. La progression a été longue, mais efficace, et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Parce que les joueurs arrivent, ils sont dans de bonnes conditions. Oui. Ils sont bien pris en charge. Ils sont pris en charge, et c'est vraiment, vraiment, vraiment de très bon augure pour l'Algérie. Je vois tout le travail qui a été effectué, et puis je me dis quelque part, tout ce que j'ai vécu moi sur un plan individuel par rapport à la blessure que j'ai connue, oui. Je suis content aujourd'hui parce que je me dis que ça a servi à quelque chose. Si aujourd'hui les joueurs viennent, évoluent dans de bonnes conditions, qui sont pris en charge à tous les niveaux. On va revenir sur l'affaire de votre blessure, on va y aller point par point. On passe maintenant, et avant d'évoquer quoi que ce soit, j'aimerais bien savoir comment vous avez vécu les stages, la symbiose au sein du groupe, comment était, donc des petits détails qui peuvent nous servir d'atout par rapport à votre époque. D'accord. Donc au début, j'étais, je crois, le seul immigré, hein, on va dire les choses comme elles sont. Hein, parce que moi, je suis né en France, mais bon, mon cœur, il vibre pour l'Algérie, dans la mesure où j'ai choisi l'Algérie dès mon plus jeune âge. Donc les stages, au départ, c'était un peu particulier. Je sentais quelque chose d'un peu spécial. Comme si les joueurs en place dans l'équipe, je venais... pour parler sincèrement, je venais prendre quelque chose à l'Algérie, alors que ce n'était pas du tout le cas. Moi, je venais plutôt servir l'Algérie. Donc, tu te sentais dépaysé, c'est ça? Un peu, ouais. Oui. Un peu beaucoup même, parce que là, eux, c'est les locaux et toi, tu es un franco-algérien. Donc, tu es venu chipper une place de quelqu'un de ces locaux. Peut-être aussi, et ça, je le comprends. Je le comprends très bien. Après, je peux ne pas l'accepter, parce que je viens au même titre que tous, on a tous des passeports algériens. Est-ce que tu avais des différends avec des entraîneurs à l'équipe nationale, ou bien tout se passait bien pour toi? Jamais, jamais. Pour la simple et bonne raison que quand je venais en sélection, quel que soit le déplacement, ou que ce soit, avec qui que ce soit, tous les entraîneurs, j'ai tout le temps eu de bonnes relations, parce que je me mettais à la disposition. J'ai toujours compris qu'il fallait se mettre à la disposition du groupe, et mon rôle sur le terrain était justement en milieu de terrain, donc d'être à la disposition du groupe. Je n'étais pas là pour faire des petits ponts, des sombreros, ça c'était plutôt le rôle de Rafik Saifi, oui. Un grand bonjour d'ailleurs au passage. Et moi, c'était d'être à la récupération, d'être un peu le porteur d'eau, et ça ne m'a jamais dérangé de faire ce travail. Tu étais le joueur régulier, le joueur discipliné aussi, il faut le dire. Voilà, tout à fait. Il faut des soldats, il faut des bons défenseurs, il faut des milieux de terrain récupérateurs, après des créateurs et des finisseurs. Je faisais partie un peu de tout ce système. Exactement. On passe maintenant à l'Algérie-France et le fameux match de l'Algérie-France. Oui. Eh bien, parlez-nous de ce match qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'eau sous les ponts. D'accord. On en parle d'un point de vue politique ou sportif? Premièrement, c'est du point de vue sportif. Sportif. Après, on passe du point de vue politique parce que c'est elle qui a déclenché l'envahissement de terrain. Ah oui, ça c'est sûr. Ça a été un match assez, je dirais, historique et assez bizarre en même temps. Assez bizarre en même temps parce que on sentait l'importance de ce match. Voilà, l'Algérie, l'Égypte, l'histoire tout simplement, hein, l'histoire entre les deux pays. Et nous, on venait jouer pour défendre nos couleurs. En face, il y avait la France qui défendait
ses couleurs avec son équipe championne du monde, championne d'Europe. Et encore une fois, on a pris un 4-1, je pense que c'était sévère. C'était sévère parce que sur les 4 buts, je me souviens à l'époque, c'était Mezaïr Dans les bois. dans les bois. Et on n'avait pas eu trop de chance ce jour-là, où on avait pris des buts assez rapides et sur des contre-attaques qui nous avaient plus ou moins foudroyés, quoi. Mais je pense que le résultat est sévère par rapport à ce qu'on avait donné sur le terrain. La Voilà. physionomie du match ne Voilà, reflétait pas le physionomie résultat. du Ouais. match. Je pense qu'en toute honnêteté, en toute franchise, je pense qu'un 2-1 en faveur de la France à la 74e minute aurait été Équitable. équitable. Voilà. Mais 4, il y a eu 2 buts, voilà, où ça a été un peu... Et parlons maintenant du côté politique du match. Moi, je l'ai plus ressenti de ce côté-là, hein, parce que j'ai... Le fait d'affronter la France. Voilà, d'affronter la Toi, France, tu es un Algérien. bien sûr. Et tu affrontais la France qui était... Il y avait une sensibilité entre l'Algérie, c'était sensible. Mais tout à Entre- fait, ouais. tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous les joueurs, entre vous, avant le match? Il fallait gagner ce match pour le pays, là, l'emblème qui est en jeu. Bien sûr, c'était particulier parce que nous, si vous voulez... L'entraîneur, quel a été le discours de l'entraîneur aussi? le discours de l'entraîneur, il a été total dans la mesure où c'était Rabat Madjer à l'époque. Il nous Ouais, a ouais. demandé de faire On abstraction. le salue aussi au passage. Oui, tout à fait. Un grand bonjour. Et il nous a demandé de faire abstraction de ce côté extrasportif, politique, qui était pesant. On sentait une lourdeur sur ce match et on sentait qu'il allait se passer des choses dans ce match, autre que sportif. Et dès les hymnes nationaux, pardon, on a été vite mis au parfum. Parce qu'on a senti, moi je suis quelqu'un personnellement de très respectueux. Après, qu'on ne respecte pas une personne ou un drapeau, je ne suis pas pour, très sincèrement. Et j'ai été gêné quand la Marseillaise a été sifflée. Voilà. On peut ne pas aimer la Marseillaise ou ne pas la chanter, mais faut pas la Mais siffler. pour la quoi. siffler, Voilà. c'était pas... Ouais, Voilà. c'était... Je me posais simplement la question, imaginons le cas inverse, l'hymne algérien est sifflé par plus de 70 000 personnes dans un stade. Comment on réagit, nous? Voilà. C'est simplement ces premiers détails qui m'ont fait dire qu'il y allait avoir des choses qui allaient se passer dans ce match, quoi. Et bon, on ne parle même pas de la fin où Ouais. les supporters... C'était un peu dramatique et électrique aussi. Voilà. Mais parlons aussi de la relation entre vous, les joueurs algériens, et les joueurs franco-algériens qui jouaient du côté français, entre autres Zinedine Zidane. Comment ça a été le début du match? Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous? Ouais, moi j'avais eu la chance de le rencontrer 1 mois et demi auparavant. Et au même titre que tous les Algériens, la fierté, vraiment d'appartenir à la communauté, d'être algérien tout simplement. Voilà, après certains diront nationalisme, pas nationalisme, là n'est pas le plus important. Zidane il est algérien, il joue en équipe de France. Voilà, c'est une fierté pour nous, tout simplement. Au même titre que Benzema aujourd'hui ou Nasri. Ouais. Voilà, je veux dire, il représente l'Algérie, c'est ça le plus important. Après, La qu'il France, joue- c'est un choix sportif. Voilà, c'est un choix sportif. Et qui nous dit s'il avait joué en équipe d'Algérie, est-ce qu'il aurait connu ce parcours? Est-ce qu'on peut aussi... Non, il faut reconnaître qu'il n'aurait jamais pu faire Merci, ce j'osais parcours. pas le dire. Ouais. Mais quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire. J'ai le souvenir avec Zidane de lui avoir parlé et d'avoir vraiment été obligé de tendre l'oreille pour l'écouter parler, tellement on sent l'humilité chez lui. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il a quelque chose qui attire sur lui. Voilà, je ne sais pas. Ouais. Il a sa personnalité, il a son empreinte, Tout il à faut fait. le dire. Tout à fait. On a parlé de l'Algérie-France côté sportif, côté politique, on a parlé de Zidane aussi. On a oublié, on a décliné un tout petit peu les anecdotes. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu? Il y a eu des anecdotes ou pas durant ce match? Ouais, durant ce match, il y a eu des anecdotes. C'est assez rigolo, mais je me souviens d'une personne qui, à l'échauffement,
on était à l'échauffement, donc chacun un ballon pour 4, on se faisait des échanges de passes et tout. Et il y avait quelqu'un dans la tribune qui m'avait regardé, qui m'avait interpellé, qui m'avait dit à la fin du match, je rentrerai sur le terrain, chercher ton maillot. Et sur le coup, je n'avais pas percuté, mais après, je me suis dit, une fois que le match était terminé, je me suis dit, finalement, il n'avait pas tort, quoi. Il n'y en avait pas qu'un qui est rentré sur le terrain pour récupérer un maillot. Donc, ils étaient rentrés quand même à plusieurs. Et ça fait partie des petites anecdotes qui se sont déroulées quand il y a eu... Ça, c'est avant le match, mais après l'envahissement de terrain, y a-t-il eu des anecdotes oui, ou pas? tout à fait. On a pu voir, j'étais à côté de lui à ce moment-là, la colère de Thuram. La colère de Thuram qui était hors de lui, qui interpellait les jeunes qui rentraient sur le terrain en disant vous n'avez rien compris, vous leur donnez raison. Alors, il voulait dire par là, vous leur donnez raison, c'est à tous ces personnes racistes qui peuvent regarder un match de football en disant ben voilà ce que c'est l'immigration aujourd'hui, voilà ce que c'est les Algériens en gros. Bref, il y a quelque chose qui m'avait... une anecdote aussi qui m'est restée en tête et en travers de la gorge surtout, c'est quand j'entends, en rentrant au vestiaire, donc une fois l'envahissement de terrain effectué, j'entends Franck Leboeuf parler glisser un petit mot à Marcel Desailly en lui disant tu vois, j'en étais sûr que ça allait se passer comme ça avec eux. Et là, hors de moi, je dis à Leboeuf, mais tu parles de qui là? C'est qui eux pour toi? Et il me dit non, mais c'est pas ça. Et je me suis mis en colère et je lui ai dit on joue en France, on est en France, il y a un service de sécurité. Il n'est pas à la hauteur. On a 400 stadiers pour 80 000 personnes. Voilà, en Algérie, ça ne se serait jamais passé ça. Voilà, je lui ai fait comprendre que voilà, chacun devait prendre ses responsabilités. Si on en était arrivé là, eh ben, il n'y avait pas qu'une part de responsabilité du côté des supporters. Voilà. Il faut voir les choses comme elles sont. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'on pourra encore une fois programmer un Algérie-France? Oui, Inch'Allah, j'espère. Mais cette fois-ci pour la réconciliation. La réconciliation et surtout pouvoir jouer le quart d'heure qui reste. Non, je plaisante. Non. Une petite dernière anecdote aussi, c'est que ça s'est passé par rapport à Zidane. En fait, un mois avant de jouer contre l'équipe de France, avec mon club, donc Montpellier, on avait eu la chance d'avoir eu un match d'organiser, un match amical et tout. Donc on s'était déplacé en Espagne avec mon club. Et on avait joué donc contre le Real de Madrid. C'était sa première année à Zidane. Et j'avais pu discuter un peu avec lui à la mi-temps. Il allait me donner son t-shirt de match. Donc j'étais content pour le petit, là, mon fils. Et en fait, le président de Montpellier, collectionneur de maillots, était arrivé et m'avait arraché le maillot des mains. Donc j'avais pas pu l'avoir. Et à la fin, j'avais pas pu non plus aller voir Zidane pour essayer de... C'était frustrant pour toi. C'était frustrant, ouais, mais après le temps passe et tout, et arrive ce match France-Algérie, et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment un grand monsieur, quoi. Il est venu, on était dans le couloir, il m'a tapoté sur l'épaule en me disant que la dernière fois, le président avait pris le maillot et qu'à la mi-temps, je vienne avec lui pour qu'il me donne donc le maillot de l'équipe de France, quoi. Son maillot avec lequel il avait joué. Il y avait Meftah qui cherchait le maillot de Zidane, il l'a pas trouvé. Ouais, mais c'est Belbé qui l'a eu. On passe à la Coupe d'Afrique des Nations 2002, qui fut un fait marquant pour toi, mais du côté négatif malheureusement. Donc parlez-nous un peu de cette Coupe d'Afrique, surtout que ça coïncidera Inch'Allah avec la prochaine CAN, la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Donc comment l'avez-vous vécu? C'était une première et une dernière Coupe d'Afrique pour toi aussi. Voilà, tout à fait, c'était une première Coupe d'Afrique. J'étais vraiment ravi de pouvoir y prendre part, participer au même titre que tous mes collègues. Mais il y a eu des signes en coureur avant de partir donc à la CAN. Je me souviens de Kader Faraoui, notamment ancien international, qui m'avait dit « Omar, ne va pas à la CAN, tu sais, c'est des risques que tu prends inutilement et tout. » Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Mon club m'avait dissuadé aussi de participer à la CAN. C'est difficile, même le problème de la CAN, ça s'évoque à chaque fois, c'est un problème pour les binationaux. Bien sûr, parce qu'il y a une perte énorme. Il faut savoir que les clubs français, là encore pour cette CAN qui va arriver, ils vont perdre énormément en termes de joueurs, en termes de potentiel. Voilà, c'est compliqué pour eux.
Moi, quoi qu'il en soit, un match amical, même à l'autre bout du monde, en Australie, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Revêtir la tunique de l'Algérie, C'était une c'est pas explicable. chose symbolique. Voilà, tout à fait. Voilà. Et en fait, j'y suis allé pour participer, pour découvrir, pour défendre les couleurs. Et voilà, suite à ce premier match contre donc, le Et le choc Nigeria. que tu l'as eu, Ouais, tu as avalé ta langue, c'était un tout petit peu difficile. Parlez-nous de ces moments aussi. exactement. Ben, en fait, Tu as semé la panique au sein du groupe. ouais, j'ai fait une belle frayeur à tout le monde, notamment mes propres parents, puisque ma mère regardait le match en direct. Et j'ai le souvenir d'être monté à la tête avec un joueur nigérian. Et après, plus rien, quoi. Le réveil s'est effectué à l'hôpital sous un scanner. Donc voilà, j'avais perdu connaissance. Le docteur Yekdah, il m'avait retiré la langue parce qu'a priori, je commençais à avaler ma langue. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Kraouch était assez paniqué, Mansouri aussi. Et voilà, moi, je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai repris mes esprits tout de suite parce que je savais quel jour on était, ce qu'on faisait là, le terrain de foot et tout. Mais durant le choc et le transfert à l'hôpital, je ne sais pas. Tu viens de rien. Voilà, Puis après, tu as insisté de jouer le deuxième match tout à fait. contre le Mali. Contre le Mali, Oui. tout à fait, ouais. Donc le deuxième match contre le Libéria, j'ai pas joué. Non, ton deuxième match personnel. Oui, personnel, voilà. Parce que là, on ne peut pas, parce que tu as perdu conscience, tu ne pouvais pas Tout à enchaîner fait. avec le deuxième match. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Contre le Nigeria, ben, Le bourreau. contre le Mali, pardon. Le bourreau, le joueur bourreau, Ah, le qui a joueur fait blesser bourreau, deux ouais. joueurs. Hein. La brute, on va dire. Non, 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 ça reste un grand joueur. Hein. Après, bon, il arrive de faire des gestes comme ça. Hein. Là, en l'occurrence, deux dans le même match, ça fait beaucoup quand même. Parce qu'il faut savoir que contre le Mali, Mamadou Diarra avait déjà cassé la mâchoire en première mi-temps De Tasfaout. de Tasfaout. Donc, et on le voit bien que c'est pas pour jouer le ballon quand il saute à la tête. Parce que Tasfaout avait quand même une détente assez importante. Et il lui a mis un coup de coude et on voit bien que sur le coup, il ne joue pas le ballon. Et donc, pareil, même chose que moi pour le premier match pour Il a Hafid. avalé sa langue. Voilà. Oui. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'à la fin, il menait 2-0, il restait 10 minutes, on jouait à 10. Et il est venu m'agresser tout simplement, hein, parce que voilà, c'est le terme que... Et il t'a agressé comme il se doit. Comme il se doit, et le pire c'est que j'ai même pas pu l'anticiper parce qu'il est arrivé de derrière en fait. Et quand j'ai frappé avec la jambe tendue, bon, bah, il m'a pris au niveau du genou et il m'a arraché tous les ligaments au niveau du genou, croisé antérieur, latéral externe, facial latal, ménisque, il m'a tout fait. Voilà. Donc c'était le coup dur de Belbey. C'était la fin de carrière de Belbey. Voilà, voilà. Donc ça a été une mauvaise. Est-ce qu'il est venu s'excuser après le match? Pas du tout, pas du tout. Jusqu'à nos jours? Alors non, il faut savoir qu'il ne s'est pas excusé du tout, Mamadou Diarra, de ce côté-là. Voilà, ni à moi, ni à Hafid Tasfaout. La seule chose qu'il ait faite, c'est de me faire une attestation comme quoi il y avait eu un choc entre les deux joueurs, un choc rugueux. Donc, j'ai pas trop bien compris. Moi, cette attestation, elle m'a servi après, au niveau de mes différentes audiences, mes différents procès que j'ai pu avoir contre Montpellier, contre l'assurance ici en France. C'était un long combat. Et la première de mes épreuves a été donc de rentrer du Mali avec un trajet assez compliqué entre Bamako, Casablanca, Paris, Montpellier, tout ça tout seul et voilà, sans aucune assistance. Pardon. Justement, la FAF, durant cette époque, vous a lâché. Oui, on peut dire ça. Ouais. Mais on ne peut pas dire. La vérité, il faut la dévoiler maintenant. Ouais. Parce que là, il n'y avait pas des moyens. On vous a laissé à l'écart. Est-ce que c'était le facteur majeur qui a fait que les autres joueurs tournent leur dos à l'équipe nationale ou bien font l'impasse sur les convocations des anciens sélectionneurs? Ça a pu en faire partie parce que je vous avouerai sincèrement que du moment où je me suis blessé, après je me suis plus trop occupé de la FAF. Puisqu'on ne s'occupait pas de moi, donc à partir du moment où on ne montre pas un intérêt certain vis-à-vis de vous, eh bien, il faut savoir prendre un petit peu de recul. C'est ce que j'ai fait. J'ai pensé à me soigner. Voilà, tout seul, comme un grand garçon. Je suis parti faire mes opérations à 2 reprises, en l'espace d'1 mois.
faire la rééducation sur 2 mois et demi, sans aucun coup de téléphone, ni quoi que ce soit, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il m'aurait fallu, c'est peu, et en même temps c'est beaucoup. C'est un coup de téléphone, allô Belbey, comment ça va? Oui. C'est tout ce que je demande. Personne ne t'a appelé, n'a cherché auprès de toi jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Après c'est venu, mais c'était trop tard. Parce qu'au-delà de la blessure physique, ce qui a été le plus long à digérer, C'était le psychologique. c'était le côté psychologique. J'avais besoin, j'ai traversé une période, c'était vraiment compliqué de se retrouver dans cette situation-là. On ne donne pas pour recevoir. Je ne donne pas pour recevoir. Mais il faut à un moment donné montrer un petit signe, juste un petit signe. Belbey, on est là. Voilà, Exactement. Voilà. Ça t'encourage et ça te rend plus solide par rapport à... Exactement. Oui. Il y a eu par la suite un déplacement lors d'un match Algérie-Marseille, je crois. Oui. C'est Moumen Khalifa qui avait fait une invitation. Je me suis déplacé à 2 reprises pour aller voir ce qui se passait par rapport aux assurances, parce que là aussi, c'est un... On t'a remboursé après ou pas? Mais longtemps après. Longtemps après, j'ai dû me déplacer avec mes béquilles, non content de souffrir de ma blessure. Il a fallu que je fasse des déplacements en Algérie pour aller toucher un chèque, voilà, à l'époque. Combien? De 900 000 dinars, c'est ça? 900 000 de 9 000 dinars, c'est ça? Non, 900 000 dinars. 900 000 dinars. Qui représentait en euros 900 000 dinars. 8 000 euros. Oui. Voilà. Et il y a eu 3 chèques, qu'on soit bien d'accord, comme ça, j'ai entendu des sommes circuler un peu, comme quoi j'avais touché le jackpot. Non, 8 000 euros sur 3 fois. Ça a fait 900, 900 et 900. Voilà. 1000 dinars. Voilà, donc voilà, 3 fois 8 000 euros. Voilà, exactement. C'est 24 000 euros. Voilà, sur 1 an et demi, ce qui ne représentait pas un salaire de ce que je touchais à Montpellier quand je jouais, quand je me suis blessé. Voilà. Donc et après, c'était la fin de carrière, carrément. Après, ou bien vous avez rejoué? J'ai rejoué, j'ai essayé de rejouer 1 an à Ouaskal, mais j'ai bien senti que... C'est fini. Ouais, j'ai bien senti qu'il fallait que je m'arrête au haut niveau. Voilà. Et j'ai pas hésité après, avant de rejouer 1 an à Ouaskal, à aller faire des essais à Miami avec une équipe américaine pendant 15 jours. Ça, très peu de personnes l'ont su. J'étais à Chypre aussi, où ça s'est pas passé parce que des fois on ne tombe pas tout le temps sur des personnes qui sont bien intentionnées. Exactement. Donc voilà, j'ai essayé, je me suis donné les moyens, j'ai pas réussi, il était temps de tourner la page et puis c'est ce que j'ai fait. Omar, lorsqu'on voit les joueurs d'aujourd'hui ont tous les moyens en main, ils ont tous les choses qui leur motivent, on va leur dire que vous vous estimez heureux d'avoir affaire à une fédération pareille. Ouais, je confirme. Aujourd'hui, le joueur algérien, quand il part en sélection, il est tranquille. Ouais. Il n'a aucun souci à faire sur le plan sportif. Il a uniquement le besoin de se concentrer sur le terrain. Voilà, pour ramener des résultats. Voilà, tout ce qu'il y a à côté. Le centre d'entraînement, il n'a rien à envier à un centre qu'on a ici, enfin que la France a ici à Clairefontaine. Oui. C'est quasiment du pareil au même. Oui. C'est pas mes mots, c'est les mots de Gourcuff, oui. du propre sélectionneur. Exactement. Donc les moyens de déplacement aujourd'hui qui peut se targuer de se déplacer dans un Boeing 747 juste pour l'équipe nationale. Dans un Airbus A330 aussi. Airbus A330, excusez-moi, je ne connais pas tous les noms. Pour faire les longs courriers, ou bien des Boeing 737-800 pour faire les petits courriers, donc il faut le faire. Voilà. On ne peut pas dire aujourd'hui que voilà, ça fait avancer. Lorsqu'on assure une qualification, on touche près d'un 100 000 euros par qualification. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir que les joueurs soient considérés comme ça. Voilà, aujourd'hui, on a compris que le joueur, pour avoir des résultats, il fallait mettre les moyens. Il fallait mettre les moyens. Quand on mettait les moyens, à un moment donné, il ne fallait pas s'étonner du résultat. Quand on ne met pas les moyens, il ne faut pas s'étonner non plus du résultat, que ce soit d'un sens comme de l'autre. Justement, les comptes à rebours commencent pour l'équipe nationale, pour la CAN 2015. Comment, ça veut dire, vous jugez le groupe de l'Algérie qui renferme le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Ghana en l'occurrence. Et est-ce que l'Algérie a-t-elle les moyens de remporter la prochaine édition de la Coupe d'Afrique? Écoutez, Inch'Allah, comme on dit, j'espère fortement. Ce premier, voilà, à mon avis, ce tour de poule va être déterminant par la suite.
Parce que si on arrive à sortir de ces poules, je crois que le huitième de finale risque d'être costaud aussi. Je ne sais pas contre qui ils vont tomber, mais Cameroun, il y a le Mali et le Cameroun. Voilà, Mali ou Cameroun, donc ça serait costaud aussi. Voilà, il y a 4 matchs à jouer, très important, je pense. Mais pour une équipe qui a fait un mondial au top, elle doit assumer. Donc. Ils ne peuvent plus se cacher. L'Algérie aujourd'hui ne peut plus se cacher. Elle a montré ses ambitions. L'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, lors d'un interview, a dit le match le plus compliqué qu'on a eu à faire lors de cette Coupe du Monde, c'est contre les Algériens. Les Algériens, voilà. Donc c'est quand même un honneur, c'est quand même une réputation à défendre. Aujourd'hui, l'Algérie a les moyens de faire quelque chose dans cette Coupe du Monde, dans cette Coupe d'Afrique, pardon. Quand je parle de moyens, c'est qu'elle doit remporter, elle doit afficher clairement ses ambitions, prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a les joueurs pour, il y a un entraîneur pour. Donc tout est réuni pour faire une CAN au top et pour atteindre les objectifs, c'est ça. Il y a un grand problème qui est l'hésitation d'un joueur franco-algérien, à savoir Nabil Frère, le pensionnaire de l'Olympique de Lyon. Est-ce que vous lui donnez raison? Il n'a pas voulu opter pour l'Algérie avant la CAN, il attend peut-être la Coupe du Monde. Vous qui avez déjà vécu le calvaire de la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que vous lui conseillez? Est-ce que vous êtes du même avis que lui ou pas? Oui, je suis du même avis que lui, de ne pas se précipiter. C'est pas que je suis pas certain qu'il choisisse l'équipe de France après. Hein. Si on parle de la même chose, il partira en équipe d'Algérie, c'est une certitude. Ça, après, c'est une question de temps. J'ai écouté parler ce garçon, il a bien la tête sur les épaules. Il a un plan de carrière, il sait ce qu'il veut faire de sa carrière. Aujourd'hui, il joue en équipe de France Espoir. Ouais. Il a les moyens largement d'intégrer l'équipe nationale algérienne, de faire partie du groupe des 23. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont en place aussi. Hein. Oui. Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est pas parce qu'on arrive, qu'on a marqué 6 buts en championnat de France, qu'on doit obligatoirement jouer titulaire en équipe d'Algérie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire ses preuves. Il y a quand même des joueurs comme Soudani, Slimani qui ont prouvé au niveau international. Halish aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais je parle pour les attaquants. Pour les attaquants, oui. Voilà. Donc à un moment donné, il est jeune, il faut lui laisser le temps. Je pense que la Coupe d'Afrique, elle n'arrive pas à point nommé pour lui. Je pense qu'il faut laisser passer la Coupe d'Afrique et après il verra le temps de venir, de pouvoir venir honorer les sélections. Mais ça doit être en lui, c'est pas possible. Sinon, je comprends rien au football. Avant de conclure cette interview qui était assez passionnant, on l'a vécu avec émotion, est-ce qu'il y aura une relève de Belbey? On est impatient de la voir et de revoir le nom Belbey sur les terrains. Ouais, tout à fait. J'ai mon garçon de 19 ans qui joue au ballon, qui pareil, est passionné, qui a un peu le même profil de jeu, le même type de jeu que moi. Milieu récupérateur. On est un peu plus technique, on va dire. On est un peu moins haché. Mais il est tout aussi passionné. Et aujourd'hui, j'hésite pas à lui parler de l'équipe nationale algérienne. Il a vraiment des qualités pour percer au plus haut niveau. Je pense sincèrement que le jour où il aura ce côté aussi chance qui va arriver. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on le souhaite, Inch'Allah. Bien sûr. Je pense qu'il va pouvoir s'exprimer au plus haut niveau parce qu'il a vraiment la passion. Et quand quelqu'un est passionné, mais tous les ingrédients qui s'accumulent autour, l'ambition, la volonté, tout ça, ça vient faire que on peut prétendre à quelque chose de bien au niveau football et dans la vie en général. J'aimerais aussi passer un grand bonjour à Farid Delbayed, à Talibou, ils vont se reconnaître, à Saber, palestinien, et aussi Sofiane l'imam. Voilà, mes partenaires de diplôme. Et nous, on a aimé laisser notre empreinte lors de notre passage ici à Nîmes, et on aimerait bien vous remettre ce trophée, mais par les mains d'un joueur, d'un ancien joueur, ancien international, qui est en l'occurrence Abdelraouf Zarabi. D'accord. Alors, c'est la moindre des choses. Merci. Comme ça, on va marquer notre passage. C'est gentil. Et Inch'Allah, la bonne relève fera ce que vous n'avez pas pu faire aussi. Inch'Allah.
وإلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذا الحوار الخاص بنوستالجيا الكان. نضرب لكم موعدا في عدد جديد مع لاعب آخر من لاعبي المنتخب الوطني. سلام.